Mais dans ce cas-là, certains vous diront, nous avons déjà, de par le monde, deux expériences. Une expérience d'accueil par rapport à cette diversité culturelle qu'on retrouve en Angleterre, un peu aux États-Unis, et au Canada, surtout dans le Canada anglais, etc., où on accepte les gens avec leur bagage culturel, religieux, etc., et on les laisse vivre toutes ces réalités culturelles et cette diversité culturelle, et ça crée des ghettos un peu partout. Et nous avons l'exemple de la France avec un État jacobin et une culture un peu officielle et unique, etc., où les communautés ne sont pas les bienvenues, où les notions de citoyenneté remplacent les autres notions. Et dans les deux cas, en France, nous avons des banlieues à sang et à feu, et nous avons en Angleterre aussi des communautés qui vivent un peu sur la marge. Ils ne font pas réellement partie de la société, comme vous l'avez dit. Physiquement, ils sont en Angleterre, culturellement, ils sont ailleurs. Oui, le modèle français est un modèle exclusif. C'est un modèle nationaliste. Il n'arrive pas à se libérer de ce complexe. Il va continuer à vivre au rythme d'une société à deux classes, d'une justice à deux vitesses et d'une vie sociale dans la confrontation et le conflit. Ça c'est certain, on le voit, le modèle français il est clair. Le modèle britannique, si je remonte toujours au 19e siècle, c'est un modèle qui acceptait l'inclusion de l'autre, il acceptait la différence tout en la maintenant telle qu'elle, sans aucune intervention. Aussi, c'est une acceptation, fausse acceptation, c'est une acceptation hypocrite dans le sens où d'orloter la différence de quelqu'un et puis mais le laisser en marge, ceci ne l'aide en rien pour adhérer à la totalité. Et voilà, donc on revient, la solution c'est ça. Mais la solution, si je prends le modèle canadien est un modèle qui à la fois prend le multiculturalisme dans le sens du respect de la différence, très important, le respect de la différence, mais avec la mise en place d'un certain nombre de mécanismes d'inclusion de cet ensemble de différences à l'intérieur de l'unité de la culture, des valeurs canadiennes. C'est peut-être ça la prétention des Canadiennes et des Canadiens. Mais en réalité, ce que nous voyons, par exemple, les Amérindiens sont encore considérés comme des citoyens de seconde zone. On a déjà, il y a de ça 2 ans, tout le monde a été choqué par les images de pauvreté qu'on a vues à la télévision nationale, où on avait l'impression que ces images-là venaient d'un autre pays, alors que ça se passait ici au Canada, où des enfants dormaient entassés à 6 et à 7 dans une chambre sans chauffage. Nous avons vu des femmes amérindiennes se faire assassiner ici sans qu'on bouge le doigt. Il a fallu l'arrivée d'un Premier ministre jeune pour déclencher une enquête nationale. Il y a plein d'exemples qu'on pourrait citer comme ça. Il y a eu les événements, justement, des enfants amérindiens qui ont été élevés dans des pensionnats, qui ont été arrachés à leur famille pour, justement, tuer l'Indien en eux, c'est-à-dire ou bien les franciser et même les obliger à adopter la religion catholique et protestante parfois. Et donc, même ici au Canada, ces réalités-là, oui, on a beau dire, le Canada c'est comme ça et c'est comme ceci, mais en réalité, c'est un peu inévitable cette question de la diversité. Les communautés culturelles vivent un peu à la marge de la société. En ce qui concerne les Amérindiens, en effet, vous avez raison d'évoquer que ça demeure toujours un problème épineux sur lequel le Canada n'a pas encore réussi à faire un effort afin que les Premières Nations soient reconnues comme part entière de la société et soient incluses. Ça, c'est l'héritage, justement, de ce modèle anglo-saxon, du modèle britannique, qui remonte au 19e, également, qui reposait sur le principe de maintenir les autres en dehors du centre, et donc c'est une façon hypocrite de camoufler la ségrégation. C'est l'héritage du Canada. La théorie du centre et de la périphérie. Et des périphéries. Donc c'est l'héritage que le Canada a
et qui n'a pas encore réussi à rétablir. Et on voit que l'histoire, c'est aussi un processus. Mais le Canada, ce qu'il a de bon dans son histoire contemporaine, c'est qu'il vient de se lancer dans une nouvelle expérience avec la diversité, une expérience qui est très prometteuse, surtout avec les chartes. Tout ce dispositif de charte de droits et libertés individuelles, etc., qui est extraordinaire, qui reconnaît le tout, la différence, mais à l'intérieur d'un tout. C'est fascinant. Donc, à ce niveau, il a encore beaucoup à faire afin de rétablir la paix avec son histoire. Et je crois que ça se fait actuellement. Avec les actions que le nouveau Premier ministre mène, il y a de l'espoir à ce que les torts soient reconnus et qu'une nouvelle page soit ouverte et que de nouvelles politiques se fassent dans le sens de l'inclusion de tous. Il faut toujours aussi revenir à des choses que l'histoire se fait selon des processus assez plus ou moins lents. Ce sont des expériences où contribuent à la fois le temps et l'espace, où tous contribuent au changement de génération, la dynamique culturelle, les effets des environnements immédiats et lointains également, tout ce qui se passe dans le monde, tout cela a de l'effet dans ces processus et ces dynamiques de changement culturel. Il se trouve également que le politique affiche les plus grandes résistances à ces phénomènes à ces phénomènes de changement historique lorsque ses intérêts se trouvent menacés. Et c'est ça qui retarde un peu sur certains plans un certain nombre d'avancements sur certains dossiers. Mais est-ce que vous pouvez justement nous expliquer en quoi cette diversité menacerait-elle les intérêts des politiques ou de la classe politique? Pourquoi cette diversité-là ne serait pas, bien au contraire, un élément à défendre et à propager, à instrumentaliser, voire à utiliser pour justement avoir plus de succès? Elle dérange déjà initialement les mentalités. Elle dérange des gens qui incarnent ces anciens temps. Elle implique également tout un processus de mutation sociale, toute la configuration sociale. Ça implique également beaucoup de coûts. Ça implique des intérêts, notamment des intérêts de droit acquis. C'est pour ça que ça prend du temps ça prend des jeunes premiers ministres comme M. Trudeau qui vient d'arriver. On voit qu'il fait des choses, il essaie de faire des choses différemment. Donc ça prend des générations pour que cela se replace et que cette paix avec l'histoire se fasse réellement. Et on a vu avec les pardons, avec les enquêtes ouvertes, avec les explications, avec l'ouverture de l'histoire demeurer longtemps comme tabou, on voit là déjà un premier pas. Un premier pas dans la bonne direction, celui de faire de saluer l'autre, de reconnaître son tort et de lui demander pardon. C'est déjà un premier élément, une première étape vers un processus qui, espérons-le, l'histoire fait des miracles également, lorsque les bonnes volontés des peuples, lorsque les consciences sont éveillées. Moi, je crois beaucoup à ces choses. Ça avance dans le bon sens. Est-ce que vous croyez que le Québec, comme société et comme entité politique aussi, pourrait avoir de l'avenir sur cette diversité-là? Je ne pense pas. L'avenir dans le monde entier, je le dis maintenant à bon entendeur, que ce soit au Québec ou ailleurs, l'avenir est à la diversité. Il faut qu'on se mette bien cela dans nos têtes avec la mondialisation. Il n'y a plus de frontières physiques entre les espaces et les territoires. Il n'y a plus de limites ni de frontières dans les sphères d'information. Et dans la communication, le monde est un seul. Il est diversifié déjà au niveau des créneaux et des canaux virtuels. Comment voulons-nous faire de l'histoire sans composer avec la diversité? C'est pour cela qu'on n'a pas intérêt que ce soit les pouvoirs publics, que ce soit les corps institutionnels, que ce soit les
communautés sociales et culturelles et les individus et les groupes, ils doivent s'y mettre à vivre ensemble. Le monde devient en effet un petit village. Alors, soit le pari est très simple à définir, soit qu'on réussisse le vivre ensemble, et ça sera l'harmonie pour tous, et le progrès, soit que l'on échoue, en ce moment-là, ça sera la loi de la guerre et des conflits. C'est en partie la crise sécuritaire que vit le monde actuellement, qui est due à quoi? À l'échec de nos processus d'adaptation à la diversité qui fait sa loi, qui prime maintenant sur toutes les configurations sociales de n'importe quel milieu. Et là également, je parle des milieux qui autrefois étaient homogènes du point de vue de leurs composantes sociales, religieuses, confessionnelles. Là, ils font face à des processus de diversification de leur milieu social. Donc, ils ont intérêt à s'y faire. Donc, le pari est simple. Réussite ou échec. Pour l'échec, et c'est ce qui, si on le voit à une échelle plus réduite, l'échec, on le voit, il donne suite à quoi? À une situation de conflit éternel et permanent qui donne les accessoires sans la division sociale, le repli des communautés et des individus, la radicalisation, la délinquance. C'est la vie, ce que j'appelle la vie dans la confrontation. Est-ce que vous croyez, si je vous écoute comme ça, avec toutes ces explications-là, est-ce que vous croyez que le combat pour une spécificité culturelle ici au Québec, que c'est un combat d'arrière-garde, c'est un combat qui n'a pas d'avenir, qui n'est pas porteur, c'est juste une fixation, enfin des gens qui n'arrivent pas à se défaire de ces vieilles idées et qui sont obligés enfin, de se battre comme ça, comme des Don Quichotte, mais que finalement, au final, ça sera une défaite inévitable. Je pense que la spécificité sans l'inclusion de l'autre, elle est vouée à l'échec. Et partout dans le monde. Partout dans le monde, c'est le défi de notre siècle. Comment vivre ensemble avec nos différences. Et là, ce que je dis toujours, c'est une valse qui se joue à 4 temps. Alors, le premier temps, c'est une identité équilibrée. Ça commence par l'individu. L'individu, dont l'identité est secouée, est fragilisée, est vulnérable, déjà à la base, est un individu qui a moins de chances de réussir son adaptation sociale et dans une moindre mesure, réussir la vie dans un milieu diversifié. Ça d'une. C'est pour ça que j'ai posté quelque chose pas longtemps sur les enfants nés au milieu de guerre, qui ont été recensés à 16 millions en 2015. Alors, des enfants normaux en carence physique, en déficit affectif, vivent déjà des calvaires à pouvoir adhérer à leur milieu et vivre dans l'harmonie dans leur milieu. Que dire des enfants qui sont issus de milieux de guerre, avec les carences physiques, avec les carences affectives, avec une culture, une conscience pleine, chargée de haine et de vengeance. Comment voulez-vous que ce monde puisse rattraper sa paix un jour si l'on ne se rattrape pas? Donc l'identité, c'est très important. Et c'est l'affaire de qui? C'est l'affaire, ça commence cette identité dans les milieux de famille. La deuxième, qui peut être aussi un facteur de risque, c'est une socialisation tronquée ou une éducation altérée. Alors, la façon comment on éduque l'enfant pour vivre en communauté, vivre en société, vivre avec les autres, c'est ce qu'on appelle, tout ce corps, ce qu'on appelle la socialisation, dépendamment, est-ce qu'on a
appris à l'enfant à aimer l'autre ou à le haïr? Est-ce qu'on lui a appris à composer avec l'autre et partager avec l'autre, ou lui a-t-on appris à arracher à l'autre et compétitionner en excluant l'autre? Ce sont tous des schémas qui engagent nos modèles de socialisation, nos valeurs, comment on élève nos enfants, et nos valeurs et nos modèles éducatifs. Ça, c'est très important, la socialisation. Nous avons également, bien entendu, une altérité, la notion de l'altérité est très importante. Comment que l'on fait un apprentissage harmonieux relativement à l'autre? Comment on apprend à l'individu, à l'enfant, comment vivre avec l'autre? Qui est l'autre? Est-ce que l'autre est un ennemi ou est un ami? Est-ce que l'autre est un frère ou est un diable? Donc ce sont tous des phénomènes très importants auxquels il va falloir que l'on accorde énormément d'importance dans nos systèmes éducatifs. Et bien entendu, maintenant la part, donc là je viens de parler de la responsabilité des familles, des individus, des cadres de socialisation qui peuvent être les écoles, les maternelles, les garderies, les milieux familiaux, les écoles, les milieux, tous les milieux culturels, etc. Mais il y a également la part du milieu. Le milieu, c'est qui? Le milieu, en tant qu'entité, supporté par un socle territorial, bien entendu. Donc, c'est qui? Ce sont les pouvoirs publics, ce sont le corps institutionnel qui contrôle ce milieu, ce sont les composantes sociales de ce milieu, c'est la culture officielle de ce milieu, ce sont les médias de ce milieu, de ce que ces médias véhiculent comme valeur, comme façon d'être et de paraître, et comme façon de se comporter et de se conduire. Les médias, c'est également un lot très important dans la socialisation, car elles deviennent le canal le plus sensible en matière de socialisation et de culturation. Nous avons également les pouvoirs publics, les institutions, les sociétés en soi, les communautés en soi, comment qu'elles manifestent leur adhésion, comment qu'elles vivent leur adhésion à leur milieu. Donc, soit qu'elles adhèrent, soit qu'elles se replient. Là, la part du milieu, c'est de développer des cultures et de promouvoir des valeurs inclusives. Et je parle de l'officiel, surtout la culture officielle, les institutions publiques, les acteurs publics, les discours publics, les médias publics, tout ce monde est responsable de ce que peut être la relation ou le message du milieu envers ces communautés. Est-il en train de promouvoir un message de salut, un message d'inclusion, un message invitant, ou plutôt un message exclusif, un message répugnant? Et là, on peut vivre soit l'harmonie, soit le conflit. C'est pour ça, lorsque je reviens toujours un certain nombre d'épisodes, heureusement assez courts dans le temps, qui nous ont en effet donné droit à vivre un calvaire pendant un moment, durant les campagnes électorales, sur base de l'instrumentalisation de la différence. Et je disais toujours, très important, faites attention, les politiques ont le droit de jouer entre eux, c'est machiavélique, c'est reconnu et c'est accepté également dans la règle sociale. Sauf qu'il y a des limites dans le jeu. Il ne faut pas jouer avec du feu, il ne faut pas jouer avec ce qui est sacré pour la société, dans le vivre ensemble en harmonie. Alors, on a failli sacrifier cette harmonie à cause de l'instrumentalisation de cette différence, avec les questions de foulard, etc. Donc, monter une partie de la société contre une autre, ça donne quoi? Ça donnerait quoi? Ça donnerait tout simplement une fissure sociale, ça donnerait une cassure sociale, ça affaiblit le sentiment d'adhésion et d'appartenance du vulnérable au milieu. Ça donnerait une mauvaise idée, un mauvais message de la part du milieu.
c'est également ce qui se vit en permanence en France. Heureusement, au Québec, comme je disais, ou au Canada, c'était juste des épisodes électoralistes, et qui ont été d'ailleurs, les ajustements sont vite faits, et c'est là encore où je rejoins mon optimisme par rapport au Québec, et dire que, en fin de compte, l'opinion publique est mûre quant à ces enjeux. Car c'est au moment décisif, les ajustements se font. Par contre, en France, on le voit très bien, ce sont des politiques, c'est un héritage qui continue d'ailleurs, c'est un lourd héritage d'exclusion qui continue, qui persiste et qui d'ailleurs innove toujours dans la même voie avec le débat sur la déchéance nationale. Quelle aberration! Pourquoi? Parce que la France a toujours vécu avec une société à deux classes, une justice à deux vitesses, un monde qui vit au centre, un monde qui vit en périphérie avec le sens propre du terme, sans aucune perspective de vie, ni d'avenir, ni d'emploi. Très bien.